Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucille Bélan, journaliste et autrice spécialisée dans l'intime, et je vous présente la 2e saison du podcast Sexéco pour Wild, le premier réseau social où vous pouvez exprimer votre sexualité en toute liberté. Chaque mois, autour de différentes thématiques sexy, nous allons rencontrer des spécialistes de sujets qui touchent à l'intime. Ce mois-ci, nous allons parler de exploration et de vie de parents, avec une question en tête, est-ce deux mondes incompatibles ? En effet, après l'arrivée d'un enfant, certains peuvent être tentés de mettre leur désir au second plan, d'autres luttent contre le sentiment de culpabilité ou les difficultés organisationnelles. Mais ça ne signifie pas, bien au contraire, que cet aspect de nos vies n'a plus sa place pour les parents. Pour tenter de répondre à cette question, j'ai avec moi l'autrice et journaliste Pauline Verduzier, qui signe la newsletter Quadmum avec Clémentine Gallo, publie chaque semaine des articles sur la vie intime dans le journal Le Temps et a publié ce 15 avril aux éditions Grasset, l'essai 3 soirs par semaine, une enquête sur la fréquence de nos rapports sexuels. Bonjour Pauline Verduzier. Salut. Tu as toi-même une fille de 3 ans. Oui. Pour placer aussi en dehors du cadre théorique et de notre travail toutes les deux de journalistes sur ces questions de l'intimité, qu'on est concerné directement et que du coup ça s'est aussi confronté pour nous au réel de notre propre expérience. Et du coup une première question, là pour le coup très vaste, très théorique, est-ce que pour toi parentalité et sexualité libérée c'est compatible ? Vaste question. J'ai envie de te répondre oui et non, dans le sens où moi, j'ai un peu tout croisé dans mon travail de journaliste, justement. J'ai aussi bien croisé des couples qui ont fait un plan à 3 en plein postpartum où le bébé avait genre 1 mois ou 2 mois, parce que le désir était là, la rencontre était là, l'opportunité était là. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu fascinée par cette information. Et il y a d'autres personnes pour qui il ne va pas se passer grand-chose, en fait, en termes de sécurité partagée. Là, je ne parle pas forcément de masturbation, mais de avec une partenaire pendant un temps qui est socialement perçu comme long. Donc ça dépend un peu des gens, mais en vrai, t'as l'idée que s'il se passe pas de sexe dans un couple, par exemple, pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mon Dieu, quel enfer, 2 ans, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est la fin des haricots, enfin voilà. Et moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu effectivement une espèce de temps calme, en fait, dans la sexualité conjugale, assez long et où ça m'a fait me poser énormément de questions et c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire sur les normes en fait de fréquence sexuelle conjugale, on pourra en reparler parce que je pense que aussi beaucoup de parents découvrent un peu ce sujet à ce moment-là parce que je pense que quand tu fais un enfant, globalement c'est que ça se passe plutôt bien, enfin pas forcément sexuellement mais je veux dire dans ton couple, donc tu as envie d'aboutir ce projet, t'es complice et donc si t'es complice et que t'as une connexion, potentiellement t'as une sexualité sympa. Et après, il y a la grossesse, il y a l'accouchement, le postpartum, etc. Et là, tu peux un peu lâcher la rampe sur la sexualité. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de parents qui se demandent mais est-ce qu'on est normaux ? Est-ce que tout n'est pas en train de foutre le camp ? Et moi, ça m'a beaucoup intéressée comme question. Du coup, ça découle directement de la prochaine question. Est-ce que tu penses que les parents consacrent assez de temps dans leur vie de couple, mais aussi dans leur vie personnelle pour leur vie intime ? Et là, ce que tu dis, c'est intéressant aussi, c'est qu'en gros, il faut activement relancer son intimité, sa vie sexuelle, même sa vie sexuelle seule, puisque naturellement, les choses sont un peu perturbées, quoi. J'ai l'impression que la conjugalité et la sexualité, c'est quand tu es par exemple en postpartum, c'est un peu un des premiers trucs qui sautent quand tu découvres la parentalité, c'est-à-dire que ça descend assez bas dans ta liste de priorités, en tout cas pour pas mal de personnes, parce que ça relève pas, en tout cas pour certaines personnes, du vital. C'est-à-dire, tu dois nourrir ton enfant, tu dois apprendre qui elle est, tu dois travailler, tu dois gagner de l'argent après quand tu reprends le travail. Enfin, je sais pas. Tu dors pas. Tu dors pas. Enfin, il y a des thématiques un peu vitales qui remontent très haut, en fait, et qui sont un peu urgentes à traiter. Donc c'est vrai que je trouve que, en fait, dans ce moment délicat de la découverte de la parentalité, je trouve que le couple et c'est un peu ce qui a tendance à sauter. Et même après, je trouve, dans la reprise du travail, la vie sociale, etc., si tu as un coparent qui est bien investi, tu vas un peu l'utiliser aussi pour partager la garde, pour toi sortir, t'éclater et tout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé que le couple, ça sautait un peu. Donc, et en même temps, c'est OK parce que si l'urgence, c'est de dormir, si l'urgence, c'est d'avoir du relais et que le relais, là, c'est le coparent et que je veux voir mes meilleurs amis, c'est totalement OK. Donc, la question, est-ce que les parents prennent assez de temps ? Moi, je pense qu'ils en ont pas assez. En fait, c'est pas qu'ils prennent pas assez de temps, c'est que matériellement, c'est plus difficile, et on a beaucoup plus de contraintes avec un enfant ou des enfants. Et après, moi, je trouve qu'il faut faire aussi un peu attention avec ce truc-là parce que je pense que c'est très personnel et à la fois, cette thématique personnelle, elle est appropriée par des discours politiques, sociaux,
sociaux où en fait tu as vraiment tout un corpus de discours qui va te dire attention, qui est prompt en fait à juger ta sexualité, en particulier aussi quand tu deviens mère. Enfin là, je parle surtout des femmes parce que c'est beaucoup d'injonctions faites aux femmes. Attention, faut y retourner là en fait. Là c'est bon, t'as eu tes 3 mois de postpartum, retourne baiser avec ton mec, mais c'est une injonction qui est faite au couple en général, je pense. Attention, si la sexualité ralentit, ce serait signe d'une décrépitude de votre lien et de votre amour. Pour avoir travaillé dessus, il y a vraiment des millions d'articles et des millions de discours sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., qui disent ça. Tu as des candidats de télé-réalité, enfin, je veux pas les stigmatiser en particulier, tout le monde dit ça, mais tu as des influenceuses, par exemple, sur les réseaux qui sont suivies par des millions de personnes qui vont te dire ah bah non, quand même, faut y retourner parce que ton mec, il va te tromper, en fait, si tu recouches pas avec lui. C'est bon, il est sympa d'avoir attendu déjà 2 mois, quoi. Et en fait, la sexualité, c'est chacun son rythme. Et si on a envie d'avoir une sexualité, parce qu'il y a des gens, il y a des femmes aussi qui accouchent, et c'est un truc tellement puissant qu'elles ont envie de ça, bah trop bien. Mais c'est vrai que matériellement, ensuite, on va en parler, c'est pas si évident d'avoir l'espace et mental et physique pour le faire. Bien sûr, du coup, tu vois, j'aimerais parler de culpabilité parce que du coup, c'est ce que tu disais un petit peu quand on devient parent et mère en particulier. Un des sentiments majeurs qui submerge, et c'est sur tous les sujets, c'est la culpabilité. Tu te sens coupable de pas être assez présente, de pas être la mère parfaite, de pas savoir faire aussi bien que ce que tu imagines que les autres font. Et du coup, sur la sexualité, c'est pareil. On se sent assez vite coupable de pas être disponible sexuellement pour son partenaire, de pas avoir parfois le désir qui est revenu. C'est difficile de s'autoriser à avoir des désirs ou à dégager du temps pour les mettre en pratique. Cette culpabilité, elle vient de là aussi. Est-ce que c'est quelque chose dont les parents te font part dans leur témoignage de je me sens coupable de ne pas participer à une sorte d'image qu'on se fait de... Tu parlais de 2 mois en postpartum, mais généralement, les médecins, ils conseillent à partir de... ils disent que c'est safe à partir de 3 semaines. Oui. Et en l'occurrence, l'influenceuse dont tu parles, je me souviens très bien de cet extrait qui était effectivement complètement dangereux, délétère, qui disait qu'effectivement, au bout de 3 semaines, il fallait s'y remettre parce qu'il faut s'y remettre. C'est ça, alors qu'il n'y a pas de règles, c'est très personnel, quoi. C'est selon le désir, justement. Mais c'est ça, il faut écouter son désir. Et pareil, ne pas stigmatiser celles qui vont avoir du désir. Absolument. Et pour qui se remettre en selle va être très important. Absolument. Et selon leurs conditions, comme tu dis, j'ai une admiration incroyable pour ce couple qui fait un plan à 3. Oui. J'adore cette idée, quoi. Mais tout le monde était hyper OK avec ça, en fait, dans cette histoire. Et ça, c'est vachement parce que beau. ça s'est présenté et qu'il y a eu cette rencontre, quoi. Mais du coup, donc c'est quelque chose que tu entends, cette histoire de culpabilité ? Alors, la culpabilité, oui, je voulais rebondir parce que franchement, moi, je trouve s'il y a une émotion qui est associée à la parentalité et à la maternité plus particulièrement, c'est la culpabilité. Moi, j'avoue que c'est une émotion que je connaissais pas avant d'être mère, non mais sincèrement. Et j'ai découvert la culpabilité avec la maternité. Donc effectivement, j'allais pas assez, je lui donne pas... moi, j'ai jamais préparé un petit pot maison, là, pour moi, mais ça, c'est l'enfer. Enfin, j'ai allaité 2 ans et demi, mais j'ai jamais préparé une purée de ma vie. Mais tu vois, c'est comme si je me trouvais quand même des excuses. Ah, mais ça va, j'ai allaité longtemps. Enfin, en fait, t'es tiraillée en permanence. Et moi, je trouve que franchement, s'il y a bien un truc qui est un anti-désir, c'est la culpabilité. Parce que comment avoir du désir sexuel quand tu es bombardé d'une charge cognitive qui te dit que tu fais mal, comme si on n'en avait pas déjà suffisamment, qu'on n'est pas assez, je sais pas, belle, mince, intelligente, que sais-je. Enfin, on est nombreuses à avoir des problématiques d'estime de soi, d'image de soi. Enfin, c'est déjà énorme ce qu'on se tape avant la maternité. Mais alors, la maternité, tu rajoutes un seau de merde et de pensées par-dessus, et qui pour moi sont quand même difficilement compatibles avec du désir, parce que si t'es saturé de pensées en train de te dire mince, est-ce que je nourris bien mon enfant, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ce n'est pas de ma faute s'il ne dort pas, parce que ça on culpabilise beaucoup les mères, il y a beaucoup de misogynie, t'es trop fusionnelle, c'est l'allaitement, faut le laisser pleurer, t'arrêtes pas. En fait il y a vraiment des discours comme ça hyper oppressants, hyper normatifs, et pour moi c'est un package, parce que ça inclut totalement la question de la sécurité, puisque on va te bombarder d'injonctions complètement contradictoires, c'est-à-dire que ton temps, il y a un vortex, un aspirateur à temps, t'as plus de temps, t'as plus de vie, t'as plus de vie, ça se récupère, mais je veux dire, tu dors pas, tu peux avoir des difficultés, il y a des enfants qui ont des problématiques de santé, il y a des mères en postpartum qui ont des problématiques de santé, en fait tout est possible, et on te dit, oui, mais quand même, pense à toi, aie du temps pour toi, retrouve ta vie de femme. En fait, moi, j'en parle dans mon livre. Retrouve ta vie de femme. Cette expression, elle me met tellement en colère parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle sous-entend ? Retrouver sa vie de femme, c'est quoi en fait si tu lis le sous-texte ? C'est être
À chaque fois, c'était un euphémisme pour dire bon, est-ce que t'as remis ton mec, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Mais c'est d'une telle pauvreté, en fait, que nos vies de femmes soient quand même réduites à notre capacité à être pénétrées après avoir sorti un enfant de notre vagin ou de notre ventre. Ça pose aussi la question de l'imagination sur la sexualité, qui est, tu parles de la pénétration, effectivement, Ouais. alors qu'en postpartum, il y a moyen de vivre une sexualité extrêmement épanouie, parfois à plusieurs d'ailleurs, Oui. et qui n'est pas basée sur la pénétration. Et au contraire, moi, je pense que tu peux vraiment... En fait, la contrainte, et le postpartum est une forme de contrainte par excellence, peut être aussi un terrain de jeu génial parce que du coup, tu as pu les mêmes toucher. Moi, j'ai allaité, donc mes seins, ils avaient aussi une autre sensibilité. Mais du coup, sur la culpabilisation, encore faut-il qu'on nous laisse l'espace aussi d'assumer ça pleinement et justement de ni être culpabilisé parce qu'on n'a pas envie de sexualité, très important, mais ni être culpabilisé si tu as envie de consacrer le peu de temps qui te reste à la sexualité et que tu n'es pas une mauvaise mère parce que le temps que tu as pour toi, tu vas le prendre pour de la sexualité. Le problème, c'est que quoi qu'on fasse, la culpabilisation, elle sera toujours là. Donc du coup, la suite de la question, c'est comment on s'en sort ? C'est quoi la réponse assumons concrète d'être des mauvaises mères, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, comment on s'en sort ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Concrètement, Ouais. une fois que tu te prends toutes ces injonctions, que t'es épuisé, déjà t'es épuisé. Bah, t'es épuisée, non, mais Et là, on parle du postpartum directement, mais je pense que, en tout cas, c'est le cas les premières années de la vie d'un enfant, c'est-à-dire que t'es jusqu'à 5-6 ans, où tu peux encore culpabiliser, peut-être de le faire garder aussi par quelqu'un, de payer une babysitter. Moi, j'ai jamais culpabilisé pour ça. Non, mais et puis c'est un vrai débat aussi, parce que ça pose la question des moyens. Ça veut Bien dire que sûr. dès que tu veux avoir une vie intime ou un truc, quelque chose comme ça, tu es obligé donc, du coup, de mettre les moyens dans l'organisationnel. Pour préparer cet épisode, on a posé quelques questions aux Wilders et aux Wildeuses sur leur pratique, sur ce qui s'était passé pour eux lié à leur parentalité. Il y a deux choses dont tu as parlé déjà qui ont été ressorties. C'est une femme qui parlait justement de ses seins pendant l'allaitement et qu'elle naviguait sur les pratiques qu'elle pouvait faire et aussi du coup le changement, c'est-à-dire que ton corps effectivement change et on en parle d'une façon négative du corps qui change généralement. C'est vrai. Il faut revenir à ce que t'étais avant, alors qu'en moi, avec réalité mes seins allaitants, t'inquiète que j'étais une bombe sexuelle en fait. Enfin, j'étais là, mais dommage qu'ils ne servent pas plus en fait. Enfin, j'ai fait les plus beaux selfies de ma vie avec mes seins gonflés de lait en fait. Et puis c'est ça en fait, c'est qu'il faut se dire que ce corps qui a changé et qui changera peut-être d'ailleurs pour toujours, mais qui peut aussi se remodifier encore une fois. Et tout est possible, c'est ça qui est merveilleux, la nature est assez folle. On le sait, ça a été documenté, il peut y avoir des changements de zones érogènes, il peut y avoir des changements de perception sur certaines sensations, de changements de pratique. Et donc au lieu de le voir comme un truc qui est un problème, le voir comme quelque chose qui est hyper excitant et assez fun. Et que même si tu as des limitations sur des trucs sur lesquels tu ne les avais pas avant, tu as peut-être des champs possibles qui s'ouvrent et qui sont hyper intéressants. Je trouve que spécifiquement dans le libertinage, il y a une appréciation du corps de la femme sur tous les moments de sa vie. C'est quelque chose que j'ai pu avoir l'occasion de voir en témoignage ou même d'ailleurs en reportage dans les clubs, les choses comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est lié à un fétiche. Qu'une femme enceinte dans un porno, par exemple, on est tout de suite dans un type spécifique de porno, qu'en club, on imagine peu, on ne sait pas trop. Est-ce que tu peux te permettre, toi, en tant que femme enceinte, d'aller en club ou de pratiquer le sexe à plusieurs ? Est-ce que dans un plan à 3, ce sera OK, par exemple, avec une personne de l'extérieur ? Et on imagine comme ça qu'il y a cette espèce de tabou. Et pour l'anecdote, moi, j'ai écrit un Kama Sutra il y a quelques années. Et après, dans la suite, dans la continuité, je voulais écrire un Kama Sutra de la grossesse. Et je trouve une idée absolument brillantissime. Mais parce qu'il y a plein de problématiques de positions que tu peux pas faire, mais aussi de positions qui sont géniales avec des et même pour la masturbation en fait. Aussi, si tu as l'habitude de te masturber plutôt je sais pas, plutôt sur le ventre ou pas sur le dos, en tout cas, faut trouver aussi d'autres trucs. Il y a plein de problématiques qui étaient intéressantes, je trouve, par rapport à ça, et qui, pareil, venaient dire aussi, quand t'es enceinte, tu peux avoir une c'est pas tabou, c'est pas voilà, mais en vrai il y a un énorme tabou social sur la question. Mais tellement, mais moi c'est ça qui me rend dingue en fait, c'est des injonctions contradictoires encore plus exacerbées à ce moment-là parce que t'as des représentations culturelles de la femme enceinte complètement nympho qui veut à tire-larigot et qui va être en effet l'objet de certains fantasmes, mais parfois en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est contre son gré, souvent c'est ça, en fait on va projeter une sexualité ou une non-sexualité sur les femmes contre leur gré. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont être ultra sexualisées en étant enceintes dans l'espace public contre leur consentement, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais demandé à être sexualisées dans l'espace public. Elles vont être draguées, elles vont être draguées, etc. Moi, on m'a déjà regardé franchement avec des regards vraiment dégueulasses quand j'étais enceinte. On m'a draguée enceinte aussi. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, j'ai quand même l'air méga enceinte. Mais parce que tu portes ta sexualité, soi-disant. Alors moi, on m'a dit aussi, dans certains cas, c'est parce que du coup, ça veut dire que tu peux baiser sans capote.
Oula, waouh. Et que ça veut dire qu'en gros, c'est déjà, tu vois, C'est open bar, quoi. Voilà. Non, mais ça va pas, c'est il n'y a dingue. pas de risque. Puis peut-être tu t'as vois. fait une fille et puis peut-être que t'es en couple aussi avec Mais une meuf. bien Enfin, bref, sûr. Enfin, il y a plein de... Évidemment. Mais du coup, je m'étais quand même posé la question. Je me suis dit, d'où vient cette espèce de drague que j'avais pas vécu dans d'autres spécifiques quand t'as l'air enceinte de 6, 7 mois, quoi. Mais donc écoute, de toute Ça façon, t'as le existe. choix entre être sexualisé contre ton gré dans des contextes non sexuels où t'as pas spécialement envie de l'être. T'as ça, ou l'autre choix, c'est que tu vas être complètement désexualisé, tu vas Ouais. être une espèce de vase sacré. Le nombre d'hommes qui veulent pas pénétrer une femme enceinte parce que, soi-disant, que leur sexe va toucher le bébé, non mais ça, enfin, Ce franchement, qui physiologiquement n'est pas en vrai. fait, ouvrez un livre, allez sur un navigateur de recherche, enfin, tout va bien se passer, et vraiment, si vous pensez encore ça en 2026, c'est chaud pour vous quand même. Mais Enfin, vraiment, votre du coup, votre imaginaire, il est extrêmement étriqué, quoi. on a un énorme défaut d'éducation sur ces questions et c'est vrai que c'est notre histoire judéo-chrétienne aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment très très lié à la religion. toute cette affaire. C'est Sainte Marie, Mère de Dieu, qui a enfanté, soi-disant, sans sensibilité. Et donc, t'es cette espèce de vase sacré qu'on ne veut plus toucher. Il y a plein de femmes qui se plaignent de ça. Moi, dans les témoignages que je recueille, il y a plein de femmes qui disent « Mais moi, j'avais tellement envie de faire l'amour et mon mec ne voulait pas me toucher enceinte, quoi. » Ce que je trouve vraiment problématique parce que du coup, t'as vraiment ce truc binaire, en fait. Vraiment, tu ne peux pas cohabiter. L'être sexuel en toi et la mère ne peuvent pas cohabiter. Alors qu'en fait, chaque personne est sortie du ventre de sa mère. Enfin, donc voilà, la définition même de l'humanité fait coïncider ces deux identités. Donc, il y a vraiment un problème chez beaucoup d'hommes, sincèrement, et dans les discours, en fait, les représentations, qui fait que la sexualité des mères est un impensé et le non-désir des femmes qui potentiellement sont mères est aussi pathologisé, par ailleurs. Si t'as pas envie de baiser, c'est quand même que t'as quand même un problème. Mais ne baise pas trop quand même, parce que c'est quand même très bizarre, surtout si t'as des gamins. C'est toujours très injonctif. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer, quand tu connais pas très bien le monde de la sexualité libérée, de l'intimité libérée, du libertinage, tu peux imaginer qu'il faudrait surtout pas dire que t'as des gosses. Parce que c'est pas sexy. Ouais. Tu sais, un peu comme quand t'as un date, quand t'es célibataire, t'as des dates et tout, tu te dis quand est-ce qu'il faut mettre sur la table que j'ai des enfants. Parce que tu te dis, bah du coup, la personne va se dire... Et en réalité, c'est un cliché, c'est faux. Après, il faut bien choisir pas... parce que je pense que tu as une stigmatisation des mères. On va dire, ah non, moi je veux surtout pas dater la mère célibataire ou ce genre de choses, alors qu'il va y avoir du dad praising, donc je sais pas comment on peut traduire ça, mais la célébration des pères. Voilà, oh trop mignon, il a pu s'engager, il a fait un enfant, trop bien, cœur. Enfin, t'es là, mais stop. Mais t'as raison, heureusement, aujourd'hui, il y a des parents qui sont ouverts à ces thématiques-là et des parents qui se datent, qui libertinent ensemble, etc., etc. Tout est possible, heureusement. Mais parce que je trouve qu'il y a un discours sur la parentalité qui est en train de bouger aujourd'hui, mais c'est extrêmement récent en France. Et où les différentes identités peuvent coexister. Mais c'est très nouveau, franchement, parce qu'avant, c'était extrêmement cloisonné, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que c'est assez nouveau, effectivement, aussi. Peut-être probablement lié à des combats militants, à des choses comme ça qui avancent aussi. Le fait qu'on en parle de plus en plus aussi, qu'il y ait une parole qui se libère là-dessus. Et puis, que scientifiquement, on avance, parce que du coup, malgré tout, on est parfois sur des découvertes qui sont quand même très récentes. Donc, sur la des femmes, sur le corps des femmes. Oui, c'est vrai. Ouais. Que du coup, malgré tout, ça vient aussi s'ajouter à la liste des... Ou sur le fait que les pères ont des cerveaux à l'image de ceux des mères, c'est-à-dire que quand ils deviennent pères, eux aussi, il y a tout qui se transforme. Et donc, eux aussi, parfois, d'ailleurs, ils n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels. C'est même souvent le cas, même, je veux dire, en postpartum, en fait. Et c'est OK, mais il faut que ça reste... Le dialogue, il faut qu'il reste ouvert. Il ne faut pas que ce soit cette espèce de non-dit d'éléphant dans la pièce que connaissent, je pense, beaucoup de couples. C'est dommage. On parlait tout à l'heure de mode de garde et de trucs. Enfin, en fait, je trouve que pour profiter de sa vie de parent, ça reproduit beaucoup d'inégalités, beaucoup de rapports de domination. Et c'est vrai que le temps à soi, les privilèges qu'on peut avoir, en effet, de pouvoir sortir, aller au cinéma, avoir le temps de regarder la télé, avoir accès à des contenus de qualité, savoir ce qu'on veut regarder, enfin bref, juste avoir le temps de penser, en fait, tout ça, c'est quand même des privilèges. Bref, et tout ça pour dire que les productions culturelles qui s'adressent spécifiquement aux mères, bah tant mieux, j'ai envie de dire, et bien sûr, reconnaître qu'elles ont, elles aussi, envie d'images de explicite pour nourrir un imaginaire qui parfois a pas trop d'espace peut-être aussi pour se développer. Moi je sais que quand j'étais enceinte j'avais beaucoup de rêves organiques, donc je rêvais et en fait autant j'avais pas vraiment de sexualité dans le réel mais j'avais beaucoup de sexualité du coup en rêve, donc onirique, nocturne, et j'avais des orgasmes dans mon sommeil. Tout ça pour dire que ça peut venir nourrir cet imaginaire là aussi peut-être ça peut aussi amener de la
je sais pas. Quand tu deviens parent, tu deviens un master de toute l'organisation. C'est quand même la base de ce truc-là. Pour les parents qui veulent profiter d'une soirée à 2 ou à plusieurs, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que, du coup, je parlais de babysitter tout à l'heure. Et pareil, les Wilder l'ont fait remonter. C'est-à-dire, en fait, il y a besoin d'avoir quelqu'un de confiance pour garder les enfants, les grands-parents ou la babysitter. Je pense que les grands-parents, t'as plus besoin de justifier pourquoi tu prends ta soirée. Si tu dis on va en club libertin, c'est plus complexe, mais pourquoi pas. Et moi, j'ai déjà entendu parler de soirées à plusieurs où les invités s'étonnaient de salons où il y avait des photos d'enfants ou des jouets sur le sol. Ouais. C'est une réalité aussi de la vie. Dans ma tête, c'est très cloisonné. C'est-à-dire que par cliché, tu vois, je me dis, on mélange pas les deux aspects. Il y a la vie de parent, puis une fois, du coup, tu te ressapes dans une tenue que tu ne portes jamais. Ouais. Tu laisses la babysitter, et puis après, un peu comme Batman ou Superman, tu sais, vraiment, il y a les deux vies qui sont cloisonnées. Ouais. Je pense que c'est totalement un manque d'imaginaire de ma part et un problème de cliché. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit normaliser? Le fait que tout ça, en fait, fait partie de notre vie de personne, de parents, et que c'est normal d'avoir envie d'expérimenter aussi, parce qu'il est question d'expérience aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est pas du tout anormal, enfin comment dire, c'est pas un manque d'imagination de ta part de vouloir cloisonner. Moi j'ai l'impression que justement, en fait, quand t'es parent, tu te fais tellement rouler dessus et t'es tellement en train de gérer la crèche qui t'appelle, les devoirs de l'autre enfant, plus le taf, plus les maladies, etc., qu'en fait on a besoin en vrai de cloisonner, mais ne serait-ce que pour aller prendre un bain, en fait, enfin, une porte qui se ferme, un verrou, un espace-temps à soi, et c'est tellement dur déjà. Avoir un bureau, c'est magique, enfin, avoir une chambre à soi, et en fait c'est dur et tout le monde n'a pas ça. Encore une fois, ça repose sur beaucoup de privilèges. Il y a des personnes, en fait, il y a pas, tout le monde n'a pas sa chambre, enfin, c'est des thématiques de logement, c'est des thématiques en effet de relais, de famille, d'amis, etc. Et donc oui, c'est toute une organisation, et moi je trouve que c'est très ok de cloisonner, parce que justement, moi je trouve que c'est un peu en cloisonnant que l'intimité devient possible. C'est-à-dire que moi, tu vois, avec mon mec, je fais des date night. On a la chance de pouvoir avoir une babysitter, voilà. Et le simple fait même d'un resto où en fait t'es pas chez toi et justement t'es pas en train de voir les jouets qui traînent partout, moi perso ça me parle beaucoup plus, en effet, et j'ai la chance de pouvoir le faire, de me saper parce que ça me fait plaisir, et d'aller un peu dragouiller mon mec à un comptoir de bar dans Paris, et il y a pas de jouets et il y a pas d'enfants qui crient, et désolée, enfin je suis pas contre les enfants du tout, mais j'aime bien cloisonner ça. Et j'avoue que si je faisais une fête chez moi, je pense que je rangerais les jouets, et je voudrais qu'il n'y ait pas d'enfants chez moi, quoi. Et puis moi, il y a plein de gens qui me disent: ah, tu vas voir tes dates, là tu pars en week-end avec ton mec, ok, vous allez parler que de votre enfant et tout. Mais moi, pas du tout, en fait. Et moi, au contraire, moi, ce qui m'a permis de tenir un peu le chemin dans cette parentalité et conjugalement, c'était le côté, c'est vrai que quand on se datait, on était moins parents, en fait. Et je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. Mais moi, c'est ça qui a marché pour moi. C'est, tu vois, de vraiment, mais quand je suis avec lui, pas penser à mon identité de mère. Et je sais que c'est dur et que ça va encore une fois avec des privilèges, mais moi, c'est ça qui me permettait aussi d'être plus dans un truc de l'ordre de la sensualité, et d'avoir quelqu'un en face de moi qui était un peu dans ce truc-là aussi, du coup. On est là, mais en fait, quand on se date, oui, on va un peu parler de notre fille, bien sûr, mais franchement, parfois, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et donc, c'est comme si on se redatait avant de s'être mariés, avant d'avoir été parents. Mais bon, voilà, c'est pas si simple, ça se décrète pas, quoi. C'est arrivé un peu comme ça. Et on le voit chez les Wilder et les Wilders, il y a même, sur les parents, il y a un témoignage d'une personne, nous avons attendu que notre fille soit en âge d'être seule pour penser à notre couple. Donc c'est pareil, on pense aussi sur un temps long. Ah oui. Et ça reste notre priorité. Le libertinage n'est qu'une parenthèse, et comme d'autres, une fois par mois suffit amplement. Mais je comprends. Le truc de la fréquence, moi j'ai écrit tout un livre sur ça, faut se foutre la paix avec la fréquence. En fait, si c'est une fois par mois et c'est 1 heure, mais c'est incroyable, mais ça vaut tous les vieux coups vite fait, mal fait, voilà, enfin tous les vieux quickies vite fait, mal fait de la semaine, quoi. Enfin, en fait, ça revient, ce truc de 1 fois par mois, donc un week-end par mois pour ça, pour la vie libertine, pour d'autres personnes qui ont témoigné. Moi, je trouve que c'est génial. Et on voit qu'il y a un truc, effectivement. Et puis, c'est pareil, c'est se dégager du temps. Ça peut être moins, hein. Ça peut être moins que ça, évidemment, surtout sur certains plans où c'est plus difficile à organiser, là, pour le coup. C'est ça, il y a des gens, ils vont vraiment pas faire beaucoup l'amour dans l'année, et en fait, à chaque fois, ça va être des moments de vraie qualité, et donc c'est pas la quantité du tout qui compte, quoi. Vraiment, bien c'est sûr. un mythe. Du coup, vraiment, ouais, je trouve que c'est assez intéressant, cette histoire de se dire que, en tout cas, on s'impose ce temps. Ce que tu disais avec le date, que tu pratiques toi, c'est de se dire c'est important de façon active qu'on relance notre
parce qu'on en a envie, il faut que ce soit basé sur une envie, encore une fois, Ouais, c'est mutuelle. ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on réserve à l'avance. Ça permet de mieux s'organiser, de réserver à l'avance, Ouais. de poser le truc. Et ensuite, de se dire, on a... Alors, il y a la question du temps compté, ce qui est très intéressant, parce que du coup, quand tu as une babysitter, tu as un temps un peu compté. Ouais. Sauf si tu prends une babysitter pour toute la nuit, mais c'est assez rare. C'est cher. Et il y a des soirées, en l'occurrence dans le milieu du libertinage, mais je pense en particulier au Munch et au Munch and Play, qui sont des soirées où les gens se rencontrent pour parler de pratique ou parfois pratiquer, qui ont lieu spécifiquement assez tôt, parce qu'elles ont été organisées par des gens qui ont des enfants, qui savent que c'est un problème, les soirées qui commencent très tard. Et il y a des Munch and Play, je crois que c'est le Kinky Saloon en l'occurrence, qui commence je crois vers 19h, pour éviter d'avoir un temps de babysitter qui coûte une fortune entre 23h et 3h du mat, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. C'est pris en compte par des gens de la communauté aussi, parce que, en gros, à partir d'un certain âge, il y a énormément de gens qui ont des enfants et qui connaissent cette problématique-là des horaires. Et arrêtons de penser que, en fait, penser à la matérialité de la parentalité, c'est pas sexy. Au contraire, moi, je trouve que la contrainte, encore une fois, la contrainte un peu technique et tout, et encore une fois, on est très inégaux par rapport à ça, mais ça peut créer d'autres choses. Oui. Et moi, je trouve que, je sais pas, se dater ou même, et ça peut être à la maison. Hein. Moi, j'ai interviewé des gens, en fait, juste s'il n'y a pas les moyens de prendre la babysitter, les personnes essayaient de se retrouver chez eux quand l'enfant était gardé à la crèche ou à l'école. Et c'était un petit moment volé comme ça. Mais moi, je trouve qu'en plus, avant même de planifier la sexualité, moi, je trouve que c'est cool de planifier juste un moment de connexion. Et si c'est on joue à un jeu de société, en fait, c'est on joue à un jeu de société. Si c'est je te caresse les cheveux, c'est je te caresse les cheveux. Enfin, si c'est on parle et on parle, c'est on parle, en fait. Et ça, pour moi, c'est aussi des conditions pour aller vers la sexualité, moi, je trouve. Ça peut être de la séduction, juste. Tu te séduis, tu te regardes. Ça, c'est déjà le début. Tu remets de la sensualité. Moi, je pense à des massages. Je dis beaucoup en postpartum, il faut aller se retoucher, faire des massages. Avant de penser directement, effectivement, à la pénétration, tu peux faire plein de choses. Et ça, tu peux... t'embrasses avec la langue comme t'as pas fait depuis je sais pas combien de temps dans la rue ou quoi. Enfin, ça peut être des petites choses comme ça, mais de la conscience, quoi. De la conscience que tout ça est précieux. Et que ça peut être très excitant, même la frustration, hein, parce que c'est un vrai truc quand même, le fait que mince, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se retrouver. Moi, je trouve que la frustration, il y a un vrai potentiel érotique là-dedans. Ça veut dire, ah là là, là on a un date, c'est dans 15 jours, ouais, là ça va être dur parce qu'on a du taf, on a des tunnels, la petite elle est malade, etc., etc. Moi, je trouve que ça peut être excitant de se dire, c'est trop bien, là ça va peut-être le faire, ou on s'est prévu tel truc. Enfin, bon, moi en l'occurrence, je libertine pas, mais pour une personne, pour un couple qui a prévu une sortie libertine, c'est un peu la carotte, quoi. Enfin, c'est genre, ouais, on tient jusque-là, on tient. Et franchement, la frustration, c'est un vrai truc sexy, en fait. Et moi, puis qui peut passer par l'écrit. C'est-à-dire que du coup, si tu textotes. Exactement, et si tu prévois une rencontre avec un autre couple ou avec d'autres gens et tout machin, c'est pareil, il peut y avoir une montée du désir par l'écriture. C'est ça. Puisque ta date, c'est dans 2-3 semaines et que du coup, t'as le temps de faire monter le désir à l'avance. Et encore une fois, si tout ça vous paraît à des années-lumière parce que vous êtes encore dans le jus, c'est OK. Et moi, j'ai vraiment envie de dire un truc, ça peut franchement totalement partir et revenir. Ça, faut vraiment le dire parce que t'as vraiment cette espèce de figure épouvantail de tu vas plus jamais tu vas être vieille fille, ton mec va se barrer. Enfin, vraiment, t'as des trucs, mais des discours qu'on dit aux parents dans la presse notamment, où tu hallucines, c'est terrifiant. Alors que moi, j'ai vraiment envie de dire aux parents, mais en fait, ça peut s'arrêter vraiment, complètement. Et ça peut repartir, mais je vous jure. Enfin, il y a des temps, il y a le bébé, il y a les 3 ans, il y a les 5 ans. Toi, tu connais, enfin, t'as l'adolescent, t'as plein de temps. À un moment, ils vont dormir chez des copains. Enfin, en fait, la vie, c'est des cycles. Si vous faites pas l'amour ou si vous allez pas en club pendant X temps, ça veut pas dire que c'est fini. Franchement, il faut se faire confiance. Et puis, il y a un truc, c'est-à-dire qu'on est dans cette espèce de cliché qu'il y a un âge, qu'on a une date de péremption, et qu'on se dit, ce serait bizarre de, par exemple, se mettre à libertiner à 40 ans, 50 ans. Et c'est des profils qui sont très courants. Il n'y a pas de limite d'âge. Et du coup, relancer sa ou redécouvrir des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles choses, c'est pas qu'un truc de gens qui ont une vingtaine d'années, au contraire, pas du tout. C'est aussi de gens qui ont de la maturité, qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses, donc vraiment il n'y a pas de limite. Moi je trouve qu'en plus la parentalité ça t'oblige tellement à regarder qui tu es au fond, que de toute façon ça va te faire te questionner sur ta sexualité, ton identité sexuelle en fait, ton genre, ton orientation, tout y passe. Donc franchement, moi je trouve que c'est une super opportunité au contraire et on parle pas assez de ça parce qu'encore une fois c'est hyper tabou, on va dire c'est bizarre de parler de parentalité parce que les deux font pas bon ménage, mais en fait tout le monde est concerné par ces questions, même quand on n'a pas d'enfant d'ailleurs. C'est des injonctions, encore une fois, qui viennent par package. Il faut être mère, il faut bébé, il faut être pénible,
il faut être belle, il faut être désirable, il faut être mince, bah stop. Et en fait, laissez-nous parler de nos sexualités, de nos parentalités, tout cela coexiste. Et en fait, c'est sain de se poser ces questions. Et d'ailleurs, je pense que les parents les plus éclairés sur les questions de sexualité sont aussi les parents qui vont avoir des vrais discours de prévention envers leurs enfants sur les questions de consentement, de respect des limites de son corps. Et c'est voilà. Enfin, en fait, si on s'empêche de parler de ces sujets, c'est dommage. On perd énormément de ressources et de savoirs qui sont tellement importants, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on a cette image que c'est un mélange des genres. Oui. Les parents qui vont avoir une sexualité même libertinée, avoir des pratiques Oui. particulières en étant parents. Il y a des gens qui disent « Oh là là, c'est malsain, ça crée un climat malsain ». Mais en réalité... si tu le gardes secret, t'as pas à mêler tes enfants à ça, en Exactement. fait. Et en fait, on peut parler de sexualité avec ses enfants, c'est un truc qu'on dit beaucoup, Oui. à tous les âges avec différents propos. C'est-à-dire que le consentement, c'est un truc dont on peut parler très Très vite. tôt. Et c'est d'ailleurs important de le faire. Ouais. La sécurité sexuelle, il y a plein de trucs. Et adapté à l'âge de l'enfant, encore une fois. Et toutes les bonnes pratiques qu'on va apprendre dans sa vie, par l'expérience, par la culture. Le libertinage, c'est vraiment un endroit où justement t'apprends plein de bonnes pratiques en réalité, le respect de l'autre, la communication, le consentement, que tu vas pouvoir transmettre ces choses-là à tes enfants sans forcément parler de tes pratiques à toi. Bien sûr. Puisque là, du coup, ce pas sera du tout la même déplacé. chose. Mais en vrai, tout ce que t'as appris, ça t'enrichit en tant que personne déjà, Oui. mais ça t'enrichit aussi en tant que parent. Et ça, c'est un truc qu'il faut dire. C'est ça, mais c'est vrai que du coup, ça pose des questions parce que nous qui travaillons sur la sexualité, ça veut dire qu'on a plein de bouquins sur ça à la maison. Enfin, c'est quelque chose de présent et ça pose des questions. Mais je pense qu'en fait, de toute façon, les enfants veulent avoir des informations sur la sexualité, donc autant avoir de l'information de par leurs parents, mais qui n'a évidemment rien à voir avec leur sexualité. C'est à eux qui les concerne eux et qui se fait dans le côté privé du couple, dans les endroits qui y sont dédiés, quoi. Bien sûr, mais alors du coup, concrètement, il y a des parents qui arrivent à retrouver le chemin du plaisir et du désir avant ça, dans différents événements d'ailleurs. Les munchs dont je parlais tout à l'heure, les fameux apéros, où parfois il se passe des choses, parfois il s'en passe pas, mais le but c'est quand même à la base uniquement un apéritif pour parler d'expérience. Les week-ends de exploration, pareil, qui peuvent être des moments où on se retrouve. Il y a certaines femmes qui aussi redébloquent ça par des groupes de parole, par des ateliers sur leur sexualité de manière générale. Est-ce que tu as d'autres exemples de choses comme ça qui te viennent ? En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, se retrouver sexuellement, parce que c'est le grand truc qu'on dit aux parents, retrouvez-vous sexuellement, ne passe pas forcément par de la sexualité, en fait. Ça peut être, en effet, lire des livres érotiques ou... Écouter du audio. Écouter du audio, complètement. Moi, je me souviens, j'avais le témoignage d'une femme qui me disait justement qu'elle écoutait de l'audio justement pour s'auto-érotiser, s'auto-exciter seule. Et ça marchait tellement bien qu'après, elle avait hyper envie d'avoir un rapport sexuel avec son partenaire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais juste, elle, ça marchait, quoi. Parce que on a tendance, en effet, à dire « Ah, les femmes, elles perdent leur libido, etc. » Mais en fait, non. Moi, ce que je pense, c'est que souvent, le désir n'est pas perdu. Ça, c'est des représentations encore qui sont erronées et c'est une pathologisation, encore une fois, de la sexualité des femmes. Le désir n'est pas perdu. En fait, juste, il bouge, il mute, en fait. Mais t'inquiète que, en fait, si tu trouves... Le problème, c'est qu'on nous a privés de nos imaginaires. Mais quand t'as trouvé, et ça peut être long, quand t'as trouvé ce qui te fait démarrer, mais ça, quelles que soient les conditions, si t'as envie... Mais il n'y a pas de problème, en fait. Et si c'est je ne veux pas me sentir accaparée par des mains ou quoi, parce que mes enfants me tripotent, non, mais mes enfants veulent monter dans mes bras toute la journée et veulent m'attraper mes vêtements, mes cheveux toute la journée, donc je ne veux pas être touchée. Ma reprise de sexualité va se passer dans mon bain, dans ma douche, avec mon toy, seule, dans mes rêves, dans la nuit, j'ai des orgasmes. En fait, ça, c'est personnel. Et moi, je pense que... Et puis ça peut amener, du coup, à avoir une envie de sexualité partagée ou pas, ou plus tard. Mais il y a plein de manières, franchement. Mais je pense que, en fait, le plus dur dans cette histoire, c'est de savoir quels sont ses désirs à soi. Et je trouve que, en tant que femme, on a été tellement, encore une fois, privés de ça, que c'est ça un peu le chemin où la maternité te met. Et c'est très heureux, mais c'est pas si simple. Et genre, aller en thérapie, moi, perso, je trouve que c'est une excellente idée pour retrouver son désir aussi, quoi. Parce que tu sauras mieux qui tu es, donc qu'est-ce que tu désires. Mais encore une fois, ça va avec du temps, de l'argent souvent, et c'est dommage. À un moment, tu te délestes un peu des couches, c'est-à-dire, ok, c'est bon, j'ai enfanté, c'est bon, ok, machin, j'ai vécu ma life et tout, ok, c'est bon, mais maintenant, il y a qui derrière, quoi. Et c'est là que... Et je dis pas qu'il faut devenir mère pour découvrir sa
Mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison, ça va à rebours de ce qu'on pourrait penser, parce qu'on va dire, ah, les femmes, les mères, elles pensent qu'à leurs gosses, etc. Encore de la misogynie quand même. Alors que, au contraire, ça existe souvent d'ailleurs des femmes qui, au contraire, vont avoir des organes beaucoup plus forts, une sensibilité du corps bien plus exacerbée, enfin, ou juste qui vont se dire, j'en ai marre d'avoir fait des trucs qui me plaisaient pas tant que ça avant, maintenant terminé, on écrit une nouvelle page en fait. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup en témoignage, que j'ai expérimenté réellement sur moi-même. Je pense vraiment que... et là, ça veut dire que c'est pareil, tu t'ouvres des possibles à un âge où on n'a plus cet imaginaire-là. On se dit plus qu'à la quarantaine, tu vas redécouvrir, avoir des premières fois, tu vois, t'as l'impression que les premières fois, elles sont finies depuis longtemps. Et en réalité, déjà, il y a tellement de premières fois à faire. Mais il n'y a pas d'âge pour le faire, et ça, c'est vraiment important. Donc, pour toutes ces explorations dont on parle, malgré des horaires aménagés, et toi, tu as une pratique particulière dont tu vas nous parler, on remarque que c'est quand même plus facile pour les parents séparés, souvent en garde partagée. C'est-à-dire qu'on parlait du problème de la garde et du temps libre. Et quand tu es en garde partagée, tu as une semaine sur deux, pour ceux qui ont la fameuse semaine sur deux, où tu as cette exploration. Et même d'ailleurs, même un week-end sur deux, c'est déjà 2 jours de liberté potentielle. C'est ça. Et ça débloque quelque chose. Toi, t'as choisi un autre modèle. Ouais, bah, juste pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'on a un peu un imaginaire, par exemple, de la mère célibataire comme un truc vraiment négatif et forcément malheureux, alors que bah, je pense que ça existe, mais il y a tellement d'autres réalités. Moi, le nombre de femmes que j'interviewe et qui vivent leur meilleure vie depuis qu'elles sont séparées et qu'elles ont une vraie garde alternée, parce qu'il y a ça aussi, où l'autre personne, enfin le père, prend ses responsabilités. Et donc, subitement, il y a du temps. Et donc, qui dit temps, dit je peux explorer ma vie. Oui, donc déjà, moi, je suis encore en couple, en fait, avec le père de ma fille. Mais par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sorte de garde alternée intraconjugale. Donc, ça veut dire qu'on a des soirs. On a un soir par semaine et un soir par week-end chacun. Et après, on a aussi les dates que tous les deux. Et après, on a des shifts même parfois dans le week-end. Donc moi, c'est samedi matin. Le dimanche matin, je dors. Le samedi après, souvent, je fais mes ongles ou je vais écrire des livres dans une bibliothèque. Lui, il fait du sport. Enfin, en fait, c'est pas non plus gravé dans le marbre, mais il y a vraiment un truc de shift. Et moi, parfois, ça a pu me poser des questions en me disant, mince, on n'est pas une famille comme les autres, on n'est pas tout le temps ensemble, blablabla. Mais nous, ça nous a sauvés, quoi. Enfin, et moi, en tant que femme, ça a sauvé mon temps créatif, même esthétique, parce que moi, j'aime bien aller chez le coiffeur et tout. Enfin, c'est pas une injonction, mais moi, j'aime bien, perso. Et juste du temps créatif ou juste du temps d'ennui, en fait. Du temps d'ennui, d'aller prendre un café, de me dire, là, c'est mon temps. J'ai zéro culpabilité, là, pour le coup. Parce que je dis, moi, j'ai fait mon shift, en fait. Et je trouve que ça enlève des couches d'entrave et d'être très OK avec ça. Parce que moi, j'ai un peu lutté au début contre ça. Mais d'être très OK avec ça en disant, OK, on est tous les deux des personnes qui avons des besoins individuels, du temps à soi. C'est OK. Et on va faire en sorte que notre parentalité s'articule autour de ce besoin qui est très important pour nous. Il se trouve qu'on a aussi qu'un enfant. Je pense que ça joue quand même. Et c'est aussi un choix pour l'instant. Et nous, c'est ça qu'on a trouvé, quoi. Et moi, je pense que oui, carrément, ça m'a permis d'avoir du temps à moi. Et qui dit temps à soi, dit potentiellement aussi le temps de penser à son intimité, quoi. Ça, c'est vraiment c'est hyper intéressant. J'imagine une mise en pratique qui pourrait être, dans le cadre d'un couple libertin d'ailleurs, ça serait permettre d'avoir des soirées pour aller en club, rencontrer d'autres gens. C'est ça. Ça laisse vraiment un monde de possibles potentiels. Et c'est pas quelque chose, pareil, qui serait tabou, bizarre. C'est un modèle vraiment à explorer. Je pense que c'est vraiment important. Moi, sur la garde partagée, j'ai une amie, les semaines où elle passe ses gosses, c'est les semaines Morito. Et ça veut pas dire qu'elle est sans arrêt en train de picoler un mojito, mais ça veut dire qu'elle estime que c'est vraiment du temps joyeux, quoi. Et festif. Ouais. Et du coup, du temps aussi parfois pour redater, rencontrer des gens. Et du coup, pareil, te réapproprier ton espace, parce que du coup, quand t'as une semaine entière où t'as pas besoin, une fois que t'as rangé les jouets une fois, du coup, ça redevient ton espace à toi. Mais oui, c'est vrai. Et avoir cet espace de liberté. Parce qu'il n'y a pas d'obligation à aller forcément à l'hôtel, chez d'autres gens, et ainsi de suite. C'est assez intéressant. J'avais croisé justement une mère comme ça qui avait un peu organisé son appart pour justement avoir sa sexualité plurielle, et qu'en fait quand elle avait pas ses enfants, justement elle rangeait un peu les trucs pour justement parce qu'elle, un peu comme moi, je pense, elle avait besoin un peu de cutter avec l'identité maternelle, mais même physiquement, quoi. Donc les jouets, ils étaient vraiment tous dans la chambre et tout, et vraiment son espace de vie où elle était les semaines sans ses enfants, c'était des espaces,
il était organisé de sorte à ce que l'identité maternelle soit plutôt de l'ordre de quelque part dans le cerveau, parce que vous inquiétez pas, on n'oublie jamais qu'on est mère, hein, voilà. Mais je vais dire, elle trouvait sa liberté là-dedans, et je trouvais ça cool. Et du coup, ça lui permettait d'avoir sa sexualité avec plein de partenaires et en étant à l'aise et bien dans son espace aussi intime en fait, et chez elle. Et donc pas besoin non plus en effet, de dépenser des sommes pour aller à l'hôtel À ou ailleurs. À l'extérieur, l'extérieur, ouais. ouais. Et c'est marrant, c'est un truc dont on parle souvent en tant que parent, quand on parle un petit peu de ce milieu-là, dans le libertinage, tout comment tu fais chez toi, comment Ouais. ça se... Et parfois quand il y a du matériel, c'est-à-dire que quand il y a plus de 1 ou 2 sextoys et tout, parfois Oui, faut il y a des planquer. pratiques qui ont besoin de matériel. Ouais, faut planquer, ouais. Je pense aux cordes de shibari en l'occurrence, qui ont besoin en plus d'être bien traitées particulièrement. Ah, oui. Et en général, tout le monde a un peu le dressing dans lequel en plus tu mets tes artworks, les trucs des dessins que t'aimes bien, les photos que t'aimes bien, qui sont collés au fond du dressing quand tu ouvres les portes à ton truc. Et où du coup, où t'as les trucs qui sont rangés, accessibles, et où du coup les enfants n'ont pas accès à ça, ou les invités d'ailleurs. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de tous ces trucs-là. Mais quand même, qui sont accessibles quand on a besoin et tout. Ouais, hyper intéressant. Il y a vraiment ce débat-là sur effectivement la question de l'espace. Complètement. On va pas le développer, mais le fait est qu'en tout cas, c'est marrant si on en parle un peu, parce que du coup, faut arrêter, il faut briser ce tabou. Si les gens s'en parlent entre eux, il y a vraiment des trucs à prendre chez les autres, de comment tu t'organises, quoi ça ressemble chez toi. Mais oui. Et c'est pas, c'est même assez intéressant la créativité des gens sur ce truc-là, quoi. On se rend pas compte à quel point les parents sont créatifs. En tout cas, c'est terrible parce qu'on laisse les parents dans une telle solitude, et les mères surtout. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Elles ont plus envie de sexe, elles sont pas normales. Elles ont envie de sexe, elles sont pas normales. Et vraiment, entamer une conversation sur ça, moi, je trouve que c'est salvateur. Et vraiment, vous n'êtes pas seul, quoi. Parce qu'on se compare souvent à un modèle qui est un peu un modèle généraliste, qui vient des médias, qui vient de plein de trucs. Et en réalité, si on en parle avec d'autres gens qui pratiquent, ça vient déculpabiliser de façon dingue, puisque du coup, c'est des gens qui vont dire nous, on a une babysitter, ou nous, c'est une fois par mois, ou machin. Et ça vient te dire que du coup, dans le réel, encore une fois, les gens pratiquent vraiment, et qu'il n'y a pas de stigmatisation à avoir. Et que pareil, c'est peut-être des gens, il y a des libertins qui diraient qu'effectivement, ils ont rien fait pendant 6 mois, ils ont rien fait pendant 1 an. Et ça reste quand même des libertins, ça reste des gens qui vont pratiquer après. Moi, je pense que quand t'es parent, de toute façon, t'es obligé, comme tu dis, de développer une sorte de créativité. Parfois, cette créativité, c'est vraiment artisanal parce que tu te débrouilles avec les moyens du bord et t'as pas de ressources suffisantes pour faire plus, etc. Mais de toute façon, ça t'oblige à réinventer tellement de choses que la vie intime en fait partie. Et si c'est pour se poser des questions et se dire, mais est-ce que vraiment ça me plaît, je sais pas, la vanille traditionnelle, ou est-ce que je veux aller ailleurs, parfois c'est aussi des moments où on se pose ces questions-là. Donc en tout cas, c'est clair, faut pas silencier en fait les gens sur leur parentalité, leur maternité et leurs désirs, qui ont le droit de s'exprimer et qui vont s'exprimer de toute façon. Vous inquiétez pas, c'est pas vrai que le désir s'en va. En fait, même si vous ne faites pas l'amour, c'est pas que vous avez pas de désir, c'est juste que c'est mouvant en fait. Et vous avez d'autres priorités pour le moment. Et vous avez d'autres priorités, et ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Encore une fois, vraiment, j'insiste sur ça, quoi. Alors j'ai une question, c'est ma question finale. Qu'est-ce que t'espères, toi, pour l'avenir sur ce sujet ? C'est quoi ton aspiration ? Je sais pas, mais on va se dire sur un horizon peut-être 10 ans, sur la question de l'intimité et de la parentalité. Tu penses que si ça se change en mieux ? En fait, moi, ce qui me peine, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, cette discussion-là qu'on a très franche, malheureusement, elle est quand même beaucoup réservée justement à des communautés très particulières, dans le sens où c'est ces personnes-là qui ont beaucoup lu, qui se sont beaucoup interrogées. Les sociétés dites alternatives vont amener des discours hyper intéressants justement sur le consentement, les désirs, les kinks, etc. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a une violence, en fait, une violence misogyne, sexiste, qui continue de prospérer, portée par des discours masculinistes, de l'extrême droite, etc., avec une valorisation des femmes au foyer, ou enfin peut-être pas des femmes au foyer, mais en tout cas des femmes qui vont devoir être des mères totales, s'oublier dans un truc complètement sacrificiel, etc. Il y a du slut-shaming à tire-larigot sur les réseaux sociaux tout le temps, et ça, moi, en fait, s'il y a vraiment un truc que j'aimerais voir bouger, c'est cette violence-là, en fait, la violence à l'égard de la sexualité des femmes, et que t'es une mauvaise femme si tu penses à la sexualité, et t'es une mauvaise femme si tu ne couches pas avec ton mari.
On voit le débat sur le body count dont on parle beaucoup en ce moment. Le body count, voilà, et le devoir conjugal, hein, qui est évidemment remis en question par les discours féministes. Là, il y a l'Assemblée nationale qui s'est positionnée sur le sujet pour que ça soit plus dans le Code civil. Alors, il n'y a pas écrit devoir conjugal dans le Code civil, mais il y a eu des interprétations qui ont pu faire penser que le mariage égale obligation sexuelle, alors que non, pas du tout. Mais on en est encore là, en fait. Enfin, on en est à un stade où le législateur doit s'en emparer pour dire, attention, mariage non égal à... obligatoire, et c'est quand même dingue qu'on doive le rappeler. Et donc moi, vraiment, le truc que je voudrais voir évoluer, c'est ça, en fait, c'est la violence des discours spécifiquement envers les femmes qui font souffrir mais tellement de gens encore. Enfin, moi, j'en interviewe tout le temps, même des personnes qui ont accès à des contenus féministes, etc. Il y a une souffrance et une incompréhension de ce qu'on est censé faire pour avoir soi-disant un couple épanoui. Et finalement, c'est plus dans les milieux de dites alternatives qu'on va trouver des discours alternatifs. Alors, il y a sûrement des dérives aussi, hein, comme dans tout milieu, mais il y a plus de liberté, du coup, dans ce qu'on peut en dire. Et du coup, ça va, je pense, peut-être... avec une remise en question quand même de cette violence machiste, quoi. Effectivement. Là, d'où l'intérêt des munchs dont on parlait avant. Ouais. Si on a l'impression de ne pas trouver les bonnes personnes autour de soi pour en parler, si on ne sait pas trop à qui s'adresser, aller à des apéros où les gens restent habillés, on dit des événements verticaux, en opposition aux événements horizontaux. Ouais. Et du coup, ça vaut le coup aussi d'aller voir aussi pour parler du coup, des bonnes pratiques et tout. Ça n'oblige pas... à forcément pratiquer soi-même, mais c'est intéressant pour se poser des questions. Comme d'ailleurs consommer du contenu sur la non-monogamie, la non-exclusivité, pas forcément pour le pratiquer si on ne veut pas le pratiquer, mais juste voir comment les gens font, quelles sont les bonnes pratiques que tu peux emmener toi dans ton propre univers. Moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire toutes les deux, c'est que le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait pour avoir une sexualité ou une non-sexualité, une sensualité, peu importe le mot que vous utilisez, mais le début du chemin... De toute façon, il est dans le fait de parler. Donc, parler avec ses partenaires, sa partenaire, les personnes avec qui vous relationnez, des personnes avec qui... Enfin, des sexologues, des thérapeutes, des auteurs, des autrices. C'est parler, en fait. Se parler, se dire les choses. Je ressens ça, j'ai ça. Et souvent, c'est le plus dur. Et on manque de ce temps-là, notamment dans la parentalité, parfois. Mais moi, j'ai l'impression que ce dialogue-là, ces informations-là et le fait de se dire c'est OK, on peut en parler, on peut être mère et faire absolument ce qu'on veut en termes d'intimité personnelle. Et le début de ce dialogue-là, c'est ça, le début de n'importe quel chemin sensuel et sexuel, quoi. Merci Pauline Verdusier d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner à ta newsletter Quadmum, une newsletter sur la parentalité sous un angle féministe, et qu'on retrouve tous tes livres en librairie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec un nouveau sujet sexy et de nouveaux invités de qualité dans un mois sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous partager vos retours et vos expériences. On se retrouve aussi sur Wild, évidemment. À très vite.